Notre prochain invité est Monsieur Parza. Alors, Monsieur Parza vient d'une entreprise qui est peu connue, puisque c'est une start-up. Et vous allez en profiter de cette présentation pour juste nous parler en quelques secondes, pour nous présenter votre entreprise. Et il va nous parler du recyclage des panneaux solaires. Et vous savez que c'est aussi un problème compliqué. Merci. Merci, bonjour à tous. Donc, je suis Johan Parza, je suis directeur R&D chez Rosy, qui est une start-up qui est spécialisée dans la revalorisation et le recyclage des déchets issus de l'industrie photovoltaïque. Donc, on parle des panneaux en fin de vie, mais pas que. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Donc, je commencerai par faire un état des lieux rapide de l'industrie photovoltaïque aujourd'hui pour vous décrire son cycle de vie. Je vous présenterai les deux principales activités de recyclage qu'on porte autour de cette chaîne de valeur et je passerai à une conclusion. Alors, si on regarde l'industrie photovoltaïque aujourd'hui, on se rend compte, quand on regarde les capacités installées chaque année dans le monde, qu'on est sur un marché qui est en complète explosion. Depuis les 10 dernières années, on a une croissance du marché autour de 20% par an. Et quand on fait des prédictions, que ce soit les prédictions plutôt sur les scénarios hauts ou les scénarios bas, eh bien on se rend compte que ce marché il est amené à poursuivre sa croissance, à savoir plus de 20% par an. Donc on a un vrai marché en explosion et on a un vrai besoin d'adresser les challenges de circularité que va porter ce domaine. Quand on parle de photovoltaïque, aujourd'hui, on entend parler de beaucoup de choses, beaucoup de technologies. On entend plein de mots, pérovskite, hétérojonction, monocristallin. Il y a énormément de technologies qui existent. Mais si on prend tout ça et qu'on le regarde sous le spectre des matériaux, finalement, on se rend compte que ce marché, ça fait des années qu'il est dominé par un seul métal, qui est le silicium, qui couvre près de 95% du marché. Et donc, c'est pour ça que quand on parle du photovoltaïque et de la circularité du photovoltaïque, on s'intéresse essentiellement au cycle de vie du silicium. Alors, le silicium, si on remonte un petit peu la chaîne de valeur, pour commencer, il faut partir de ressources naturelles pour faire du silicium. On utilise 6 tonnes de matières premières pour faire 1 tonne de silicium. Du quartz, qui est un produit minier. On entend parfois qu'on utilise du sable, mais c'est faux. On a besoin de quartz d'une qualité suffisante. On utilise aussi du bois et du charbon. Ça nous permet d'obtenir du silicium de qualité métallurgique. Donc de 2 à 3 N, ça veut dire qu'il est pur à 99% ou 99,9%. Ce silicium métallurgique, il est ensuite purifié. Monsieur Amoureau a présenté rapidement les procédés ce matin. Jusqu'à arriver à une qualité suffisante pour un grade photovoltaïque. Alors, on va toujours de plus en plus loin maintenant dans les niveaux de pureté. Donc aujourd'hui, on est même sur des puretés jusqu'à 9 et 11 N. Une fois qu'on a ce silicium très pur, on va le refondre et on va le mettre sous forme de lingots. Généralement pour avoir un silicium monocristallin. Et on va ensuite le couper en tranches qu'on appelle des wafers, qui est vraiment le matériau de base du photovoltaïque. Ces wafers, on va ensuite les processer pour en faire des cellules solaires. Donc on va y mettre une couche antiréflective qui est la couche bleue. On va y rajouter des fils de cuivre, des fils d'argent pour conduire l'électricité. Et puis toutes ces cellules, on va les assembler ensemble dans un module photovoltaïque en mettant une couche de verre, du polymère, un cadran en aluminium. Et ces modules, on va les installer soit sur les toits des maisons, soit plus généralement maintenant dans des centrales photovoltaïques pour une vingtaine d'années. Et au bout d'une vingtaine d'années, ces modules ils arrivent à la fin de leur vie. Donc c'est un cycle de production qui est assez long, assez connu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dès le début, dès les premières étapes, on a finalement un procédé qui est très consommateur en ressources naturelles, 6 tonnes de ressources pour 1 tonne de silicium, très consommateur en énergie également, puisque la première étape de procédé, typiquement, elle se fait à haute température, à 1500 degrés, et aussi très émetteur en CO2. Donc il y a un vrai intérêt, un vrai besoin à aller récupérer, à aller revaloriser toutes les pertes qu'on peut avoir sur la chaîne de valeur de ce silicium. La première perte qu'on a sur cette chaîne de valeur, elle est située ici, au moment de la découpe du lingot, puisqu'on a 40% du silicium qui est perdu à cette étape-là, sous la forme d'un matériau qu'on appelle le kerf. Donc qu'est-ce que le kerf ? Quand on part d'un lingot de silicium, on va vouloir le couper, on va utiliser une scie à fil diamanté.
ce qui va nous permettre d'obtenir des tranches. Sauf que cette scie à fil, elle est à peu près aussi épaisse que la tranche de silicium qu'on veut couper. Donc si vous avez déjà coupé un morceau de bois, vous vous rendez bien compte qu'on a une grosse partie du silicium qui va être perdue sous forme de sciure, de copeaux de silicium. Et ces copeaux, c'est des copeaux de silicium qui sont très purs, mais qui sont mélangés avec un liquide de découpe, puisque pour aider à la découpe, on utilise un liquide qui est basé sur de l'eau, mais auquel on va rajouter des lubrifiants, des agents anti-mousse, des tensioactifs. Donc finalement, ce silicium très pur, il est composé de copeaux de silicium mélangés avec un liquide de découpe, donc une contamination carbonée, ce qui fait que ce matériau très pur, le KERF, aujourd'hui, c'est un déchet et qu'il n'est pas du tout revalorisé parce que c'est un matériau contaminé. Si on regarde de plus près ce qu'est le KERF, ça ressemble à un petit copeau de silicium, donc ce n'est pas une forme régulière, c'est très petit, ça fait 1 micron et la taille va de plus en plus en se réduisant puisque les technologies de découpe évoluent. Et donc c'est du silicium très pur et puis sur tout son pourtour on a une couche de silice, d'oxyde de silicium. Celle-là elle se forme pendant la découpe puisque comme on fait de la découpe par abrasion, on a un échauffement de la matière. Le silicium il est très réactif, il va réagir avec l'eau ou avec l'oxygène et former une petite couche d'oxyde. Autour de cette particule de silicium, on a un polymère qui va s'enrouler. Généralement, c'est du polyéthylène glycol. C'est en fait le polymère qui est utilisé dans le liquide de découpe. Donc les longues chaînes carbonées, elles vont s'enrouler autour de la particule de KERF. Et toutes ces particules, elles vont s'agglomérer les unes avec les autres pour faire des amas un petit peu plus gros qui vont être largement humides puisque le liquide de découpe est fortement basé sur de l'eau. Donc on a des amas qui sont humides. Et au milieu de ces amas, on trouve parfois des particules métalliques, ça peut être de l'inox, ça peut être de l'aluminium, qui viennent tout simplement des supports utilisés pour tenir les lingots dans la découpe ou des bacs de récupération des slurries. Si on regarde d'un point de vue composition, le KERF, c'est beaucoup de silicium, 50%, beaucoup d'eau, 50%, et puis 3 grands contaminants à quelques pourcentages, donc des organiques, le polyéthylène glycol, un petit peu d'oxyde et puis des contaminants métalliques. Donc c'est du silicium très pur, mais très contaminé, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un déchet, on n'en fait rien. Et il y a un vrai besoin finalement de recycler, de trouver un moyen de rendre circulaire cette étape-là, puisqu'on a 40% de la masse qui est perdue au cours de cette étape. Donc on a développé une stratégie de purification en plusieurs étapes pour pouvoir adresser ce déchet. Donc on part de KERF, on va faire des purifications en basse température, du séchage, du conditionnement et de la purification à haute température. Et en fait, chaque étape a pour but d'adresser et d'enlever un type de contamination. Donc on va commencer par retirer les contaminants organiques, on va ensuite retirer l'eau, on va ensuite retirer les oxydes et les métalliques. Donc le contaminant organique principal, c'est le PEG, le polyéthylène glycol. Ce qu'on a décidé de faire, ce polyéthylène glycol, c'est des longues chaînes carbonées enroulées autour de cette particule. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire un traitement oxydant en voie aqueuse qui a pour but tout simplement de venir s'attaquer à la liaison ici pour venir découper les chaînes de polymères, les rendre beaucoup plus courtes, les raccourcir, et ce qui va permettre à ces longues chaînes de polymères, par raccourcissement, de se détacher de la particule, donc de retirer la contamination organique. Une fois qu'on a retiré la contamination organique, on a un produit de ce type-là, qui est humide à 50%, et qui a une taille et une forme qui est très irrégulière. Donc ça, ce n'est pas un produit qui est très pratique pour la suite des procédés. On va donc lui mettre des étapes de conditionnement et de séchage qu'on a développées qui vont nous permettre d'obtenir un produit qui est beaucoup plus facile à l'usage puisqu'il est beaucoup plus sec, moins de 5% d'humidité, avec une taille homogène et une forme contrôlée. Donc à ce stade, on a enlevé la contamination carbone et la contamination humide, on va dire, et il nous reste un type de contamination à adresser, celle en oxygène et celle en particules métalliques. Et pour ça, on va devoir aller à haute température, on va devoir faire des procédés de fusion. Donc on va partir de ce produit qu'on a séché et conditionné, et on va appliquer 2 étapes. On va avoir une étape de fusion, désoxydation, qui se fait à plus de 1500 degrés, qui va nous permettre de retirer la couche d'oxyde, la couche de silice. Et puis dans un second temps, on va avoir une étape où on va faire en même temps du reconditionnement et en même temps de la ségrégation, qui va nous permettre de retirer la plupart des particules métalliques et d'obtenir à la fin du silicium
que vous voyez ici, sous plusieurs formes. Ça peut être des granules, ça peut être des éléments beaucoup plus massifs. Et c'est surtout du silicium qui est reconditionné sous une forme très précise et qui a une pureté qui va de 4 à 5 N. Donc si on regarde sur la boucle, eh bien, ces 40% de déchets, on arrive à en faire du silicium de pureté 4N, qui peut soit être réintégré dans la chaîne de valeur du photovoltaïque, ici au niveau des procédés de purification, soit repartir dans d'autres boucles et à fermer d'autres boucles de circularité, puisque le silicium, on l'utilise dans le photovoltaïque, mais aussi dans beaucoup d'autres procédés, notamment la chimie des silicones. Voilà, c'est très nombreux. Donc ça, c'est la première grosse perte dans le procédé photovoltaïque. La deuxième, et celle dont on entend beaucoup plus parler, parce qu'on la voit, c'est la perte qui se passe en fin de vie sur les modules. Les modules, généralement, au bout de 20 ans, ils sont désinstallés, et finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a une vraie question à se poser pour ces modules en fin de vie, puisque si on regarde les volumes cumulés mondiaux pour ces modules en fin de vie, on est au tout début de la courbe. Voilà. Aujourd'hui, on est là, au niveau des modules cumulés mondiaux. En 2050, on est ici. On aura multiplié par 500 la quantité de panneaux photovoltaïques cumulés qu'on aura besoin de traiter. Donc il y a un vrai besoin de traiter ces modules pour deux raisons. D'une part, on ne peut pas se contenter de les mettre dehors ou de les enfouir. C'est pas tenable. Et puis d'autre part, comme le marché photovoltaïque grandit lui-même, son besoin en silicium va augmenter. Et donc, on a une vraie mine urbaine dans ces panneaux pour pouvoir récupérer des matériaux qui vont pouvoir eux-mêmes alimenter le marché du photovoltaïque. Si on regarde d'un petit peu plus près ce qu'il y a dans un panneau, vous avez ici la structure du panneau. Alors, l'élément principal, c'est la cellule solaire que vous voyez ici, qui est composée de silicium et aussi d'argent, de cuivre et d'aluminium, qui sont déposés à la surface avant ou arrière pour conduire l'électricité. On a une plaque en verre, c'est du verre technique à haute transparence, qui est là pour protéger le module et les cellules. Et à l'arrière, on a ce qu'on appelle un backsheet, qui est une feuille de polymère qui est là pour assurer l'étanchéité. Et ces trois éléments-là, le backsheet, la cellule solaire et le verre, ils sont liés ensemble, ils sont collés ensemble par des couches d'encapsulants qui sont des couches de polymère. Tout ce millefeuille-là, il est pris dans un cadre en aluminium et on y rajoute un boîtier de jonction à base de cuivre, tout simplement pour pouvoir brancher le panneau. Donc finalement, c'est un millefeuille de matériaux. Et comme présenté ce matin, dans ce millefeuille de matériaux, la masse principale, c'est du verre. Sauf que si on regarde l'échelle de valeur de ces matériaux, eh bien, on se rend bien compte que les matériaux qui ont le plus de valeur dans ce panneau, ce n'est pas le verre qui représente 80% de la masse, mais c'est bien tous les métaux, à savoir argent, silicium, cuivre et aluminium. Ça a été très justement dit ce matin, l'argent c'est moins d'1% de la masse d'un panneau, et c'est quasi 50% de sa valeur. Traditionnellement, les procédés de recyclage qui sont faits jusque-là, eh bien, ils se contentent de récupérer le verre et l'aluminium. Alors l'aluminium, c'est facile, c'est le cadre en aluminium, on tape dessus et puis on récupère le cadre. Et le verre, c'est tout simplement parce que la législation classe le panneau photovoltaïque comme un équipement électronique et qu'on demande que 80% de sa masse soit recyclée. Donc 80% de sa masse, c'est facile, c'est le verre. On le prend, on le broie et on arrive, bon gré mal gré, à séparer le verre du reste. Par contre, tous les matériaux de la cellule, silicium-argent notamment, ils sont à l'heure actuelle pas du tout adressés, alors qu'il y a un vrai besoin. Et c'est ces procédés-là qu'on a développés chez Rosy pour pouvoir adresser non seulement le verre et l'aluminium, mais aussi le silicium et l'argent. Alors pour ça, on a un procédé en plusieurs étapes et vous allez voir qu'il y a des mots qu'on a entendus aujourd'hui. Donc on n'a rien inventé, on a adapté, on a modifié, mais ce sont des procédés qui sont connus. Alors on a des étapes de pré-traitement, on a une étape de pyrolyse, on a une étape de tri mécanique, on a un petit peu de gravure chimique et puis on a un tri final. La première étape qu'on fait, c'est la pyrolyse. Alors nous, la pyrolyse, l'objectif, c'est pas de récupérer des monomères de polymères. Le but de la pyrolyse, ça va être de délaminer le module en dégradant thermiquement ces polymères. Finalement, on va vouloir éliminer les polymères qui collent tous ces matériaux les uns avec les autres pour pouvoir accéder aux matériaux
qui sont contenus dans le panneau. Donc si je vous remets la structure, les polymères en question, il y en a 3. Ce sont les polymères d'encapsulant de l'EVA et ce sont les polymères qu'on a sur le backsheet qui sont du PET et du PVF. Ce panneau, nous on le reçoit entier, on fait un premier traitement qui est facile, on retire le cadre et le boîtier de jonction et on récupère des panneaux comme ça. On récupère des panneaux de ce type-là où on a tout le reste, la feuille derrière, le verre et la cellule. Ce panneau, on le fait rentrer dans une étape de pyrolyse. L'objectif de la pyrolyse, ça va être de dégrader thermiquement du coup ces 3 polymères que vous avez ici. En contrôlant nos paramètres d'entrée, on va être capable de transformer ces polymères en gaz de pyrolyse qui vont ensuite rentrer dans une chambre de post-combustion qui va permettre de transformer ces gaz de pyrolyse en gaz simples, oxygène, CO2 et H2O. Et on a aussi de l'acide du HF, l'acide fluorhydrique. Pourquoi? Parce que le PVF que vous voyez ici, c'est un polymère qui est à base de fluor. Donc quand il va passer à haute température, il va former du HF. Ce HF, on va le neutraliser en passant en sortie de post-combustion dans un laveur de gaz qui va permettre de transformer le HF en NaF, qui est un matériau qui n'a pas d'impact, qu'on va pouvoir récupérer avec des poussières. Et à la fin, on ne fait sortir que de l'oxygène, du CO2 et de la vapeur d'eau du process. Donc là, à ce stade, on a éliminé les polymères et on récupère ce qu'on appelle un pyrolysa, qui est un mélange de matériaux, de verre, de cuivre et de cellules photovoltaïques. Ce pyrolysa, il rentre ensuite dans une étape de tri mécanique, où là, on va vouloir séparer les différentes fractions. Donc on commence par trier le cuivre, où on récupère la fraction cuivre, qui est du cuivre prêt à rentrer dans le circuit de revalorisation, la chaîne classique du cuivre. Et il nous reste du verre et des cellules qui rentrent dans un très grossier verre. On récupère à ce stade le verre, qui est du verre de haute transparence, du verre technique, qui va aussi pouvoir retourner dans une chaîne de valorisation. Et il nous reste à la fin des cellules et des petits éclats de verre, où on fait une étape de tri fin et on récupère le verre fin et les cellules. Ces cellules-là, c'est donc du silicium, mais pas seulement. Donc il faut aller encore plus loin dans le traitement. Vous avez du silicium, donc c'est tout ce qui est en bleu, on va dire, et vous avez, je ne sais pas si vous le voyez très bien, des petits traits blancs sur les cellules. Ça, c'est des fils d'argent. Et on a vu tout à l'heure, l'argent et le silicium, c'est vraiment les 2 matériaux d'intérêt dans le panneau photovoltaïque. Donc, on a développé une dernière étape basée sur une gravure chimique qui va nous permettre de détacher les fils d'argent de la cellule en silicium. J'insiste bien sur le fait qu'on ne fait que détacher le fil d'argent, on ne fait pas d'hydrométallurgie, on ne essaye pas de dissoudre ces métaux, on n'en a pas besoin. Ce sont des opérations qui peuvent avoir un impact environnemental qui est fort, qui peuvent être coûteuses. On a réussi à développer un procédé qui permet, juste par gravure, de détacher le fil d'argent. Donc on conserve l'intégrité physique du fil en contrôlant nos paramètres de gravure. Donc on fait une gravure chimique, on a des étapes de rinçage et de séchage qui nous permettent en sortie de process d'obtenir un mix de cellules de silicium et de fils d'argent. Vous voyez ici les pelotes enroulées, ici, ce sont les fils d'argent qui ont été détachés des cellules. Ce mix-là, on le fait ensuite rentrer dans une étape de tri fin qui sépare le silicium et l'argent. Et on a ici deux produits purs, je vais y arriver, de silicium et ici d'argent. Et si on reprend la chaîne de valeur, en adressant le recyclage de ces modules en fin de vie, on arrive non seulement à avoir du silicium 5N qui sort de cette boucle, mais aussi d'autres matériaux, à savoir le cuivre, le verre et l'argent, qui peuvent chacun retourner dans leur circuit de valeur. Puisque quand on parle du photovoltaïque, il faut fermer la boucle, ou en tout cas répondre aux enjeux sur le silicium, mais il y a d'autres métaux qui sont critiques, notamment le cuivre et l'argent, et qu'il va falloir être capable d'apporter en quantité. J'en ai fini pour la présentation. Je voudrais juste remercier les équipes de Rosy, les équipes R&D, Indus et Admin qui travaillent sur ces procédés depuis maintenant plus de 5 ans, ce qui a permis d'inaugurer il y a quelques mois notre première ligne industrielle, qui est la première mondiale à faire ce type de recyclage, qui se situe en Isère, dans la plus belle région de France, au milieu des montagnes. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Donc